Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire DNUT EHPAD sur la santé bucco-dentaire en EHPAD. Donc, on va commencer tranquillement le temps que tout le monde se connecte. Donc, on est accompagné aujourd'hui d'Amélie Audier, qui est chirurgien dentiste, à qui on va donner la parole juste après, et de Vincent Legloaec, qui est de l'URPS des dentistes. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour les nouveaux arrivants, juste quelques mots sur la SRAE Nutrition. Donc, on est la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition des Pays de la Loire. On existe depuis 2016. On est une association collégiale loi 1901 financée en majorité par l'Agence régionale de santé, la DRAGES, donc qui est le ministère des Sports en région, et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. On est une équipe de 11 salariés basés à Nantes, mais avec un périmètre d'action régional. Et nos missions sont d'accompagner les professionnels et d'animer le réseau des acteurs de la nutrition en Pays de la Loire. On travaille sur 3 champs d'intervention qui sont l'obésité, la dénutrition, donc c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, et la promotion de la santé par l'alimentation et l'activité physique. On a aujourd'hui environ 1000 adhérents. Donc, quand on adhère à la SRAE Nutrition sur notre site internet, donc c'est gratuit et ça permet de recevoir une newsletter mensuelle avec des actualités sur la nutrition en région et hors région. Et on a donc un site internet qui est sraenutrition.fr qu'on vous invite à aller visiter et sur lequel vous retrouverez plein d'outils pour les professionnels et notamment tous les outils à destination des professionnels d'EHPAD. On profite de ce webinaire pour vous dire quelques mots sur la semaine de la dénutrition. Donc, elle aura lieu cette année en novembre, du 18 au 25 novembre 2022. Et donc, la SRAE Nutrition est un relais en région de cette semaine nationale. On travaille en collaboration avec le Gérontopole des Pays de la Loire et puis l'association Du Pain sur la Planche. Et notre objectif, c'est vraiment que la majorité d'acteurs en Pays de la Loire prennent part à cet événement et organisent des actions pour parler de la dénutrition et mieux faire connaître cette maladie auprès du grand public. Et donc, le collectif de lutte contre la dénutrition a mis en ligne un formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire pour commander gratuitement des kits de communication, donc des flyers, des affiches, etc., pour vous aider à sensibiliser sur la dénutrition dans vos établissements. Et en Pays de la Loire, on met en place des actions spécifiques que vous retrouverez dans le formulaire national à partir du moment où vous cochez que vous exercez en Pays de la Loire. Et donc, on organisera une webconférence sur les acteurs de la dénutrition, alors plutôt pour le domicile, le jeudi 24 novembre. On met à disposition aussi des professionnels qui le souhaitent une mallette à outils avec des fiches d'information, des recettes enrichies, des quiz, etc. pour vraiment organiser un atelier à destination d'un public de plus de 60 ans. Et dernière action, on met aussi à disposition des professionnels qui le souhaitent un support de sensibilisation, donc un diaporama validé avec les principaux messages sur la dénutrition pour sensibiliser son équipe, les professionnels de sa structure à la dénutrition. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez plus d'infos sur notre site internet. On a encore un peu de temps, c'est en novembre, mais c'est bien d'y penser dès maintenant. Et donc, juste pour vous rappeler, certains, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais on propose et on accompagne les professionnels d'EHPAD en mettant à disposition le kit DNUT EHPAD qui comprend de nombreux outils pour vraiment sensibiliser et lutter contre la dénutrition. Donc, vous retrouvez dedans des conseils de prévention pour les résidents, des affiches pour lutter contre les idées reçues, des outils à destination des professionnels pour sensibiliser aux signes d'alerte de la dénutrition. Il y a aussi des astuces pour stimuler l'appétit et enrichir l'alimentation. Il y a également des outils pour repérer la dénutrition. Donc, c'est le test DNUT qui est à la fois en format papier, mais aussi en format numérique. Il y a une expérimentation qui est en cours. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez le tester, nous faire la demande par mail. Et tout récemment, on a aussi complété le kit avec des fiches pratiques pour initier une prise en charge adaptée lorsque vous avez repéré des résidents dénutris. Donc, pour avoir ce kit DNUT, tous ces outils sont accessibles en téléchargement sur notre site internet.
Et si vous nous faites la demande par mail, on peut vous en envoyer un exemplaire papier. Donc, n'hésitez pas à nous faire la demande si vous ne l'avez pas encore reçue. Et pour info, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 22 septembre et il sera sur la thématique de l'activité physique en EHPAD. Il sera à 14 h comme les autres webinaires. Pour toute demande, pour toute question par rapport à la nutrition, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit Charlotte, soit moi, Aurélie, et pour voilà, si vous avez besoin d'outils, d'informations sur l'alimentation, sur la dénutrition, n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra par mail dès qu'on aura les infos. Donc, sans plus attendre, on va laisser la parole à Amélie qui va nous parler de la thématique du jour, qui est la santé bucco-dentaire en EHPAD. Donc, Amélie, on te laisse partager ton écran. Et juste, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, à les poser dans le chat, là, dans le petit onglet discussion. Et puis, on verra, on les prendra au fur et à mesure ou à la fin, vous pourrez aussi prendre la parole, ceux qui le souhaitent. On vous donnera la possibilité de faire vos commentaires ou de poser vos questions. Vas-y, Amélie. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter succinctement. Donc, je suis Amélie Audier. Je suis docteur en chirurgie dentaire. Donc, j'ai fait mes études de chirurgien dentiste. J'ai exercé pendant 13 ans. Et actuellement, mon cœur de métier est centré sur la formation en santé et donc l'accompagnement des soignants dans leur posture professionnelle. Donc, j'interviens dans plusieurs établissements, dans tous les établissements de santé auprès des soignants qui prennent en charge des malades chroniques. Et également, j'interviens dans certains EHPAD ou dans des institutions autour du handicap pour accompagner et former les soignants aux pratiques de soins et d'hygiène bucco-dentaire dans l'objectif de les sensibiliser et de renforcer aussi le maintien d'une bonne santé dentaire chez les personnes en perte d'autonomie. Je suis intervenue en octobre, il me semble, 2021, à l'occasion du Forum régional de la nutrition, donc en tant que dentiste, avec un regard croisé, avec un orthophoniste, pharmacien, médecin, autour de la prévention de la dénutrition de la personne âgée. Et donc, forte de cette rencontre et du partenariat qui avait été amorcé, eh bien, on m'a sollicité pour intervenir dans ce webinaire. Et j'en suis ravie parce que c'est l'occasion de revoir un petit peu les données fondamentales et de retravailler aussi comment j'ai envie de le présenter. D'habitude, je parle et je forme des soignants qui sont plutôt des aides-soignants, des AMP ou ASG ou encore des infirmières. Mais là, la frange de population de professionnels de santé est un peu élargie. Du coup, c'est vraiment super parce que ça va vous permettre d'avoir quelques billes, de se poser ensemble avec un focus du coup sur la santé bucco-dentaire de la personne âgée vieillissante et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire et mettre en place ensemble, de générer peut-être des idées, des perspectives pour essayer d'œuvrer dans le même sens. Dans le maintien ou le renforcement de la santé bucco-dentaire des personnes en perte d'autonomie en institution. Donc, je vais structurer mon approche en 3 grandes parties, principalement les problématiques qu'on va rencontrer autour de la personne âgée vieillissante. Ça va être une bonne partie. Et puis ensuite, forcément, on va glisser vers vous, soignants. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre établissement ? Ce serait quoi les petits points de vigilance avec lesquels vous pourriez repartir de ce petit webconf ? Et puis, on posera du coup une synthèse et quelques recommandations et on ouvrira sur des perspectives à travers quelques ressources, donc des outils qui existent, et puis des formations aussi qui sont dispensées dans la région des Pays de la Loire, auquel je participe, mais avec tout un réseau d'acteurs, de chirurgiens dentistes, de diététiciens également. Alors, tout d'abord, j'ai envie de poser le contexte. On sait que la santé bucco-dentaire des personnes âgées en institution est quand même relativement préoccupante et que ça dégage un réel enjeu de santé publique. Il y a une enquête qui date de 2017, en fait, qui a montré qu'il y avait un réel manque d'accès à l'hygiène bucco-dentaire chez la population, chez les résidents, les usagers des EHPAD.
En quelques chiffres, hein, il y a presque la moitié de la population en EHPAD qui souffre de pathologies dentaires et bucco-dentaires, donc on va voir un peu de quoi il s'agit, que 40 à 45% présentent au moins une dent cariée, que presque la moitié des sujets qui ont des dents ont besoin d'extraction et presque 30 à 50% ont besoin de prothèses. On voit que la plaque dentaire et donc le tartre est présente chez plus de la moitié des personnes et que 42% des pensionnaires n'ont pas eu de consultation depuis plus de 5 ans. Donc ça, c'est un vrai signe d'alerte. Et donc, ça vient questionner l'accessibilité aux soins dentaires, qui est bien connu de tous, hein, bien entendu, mais l'objectif aussi de mon intervention est de montrer qu'il y a des paliers et on peut intervenir à différents niveaux pour justement juguler cette difficulté d'accès aux soins. Alors, on sait que la détérioration de la bouche est une réelle souffrance hein, chez n'importe qui, mais chez les personnes âgées, on le voit plus facilement. Déjà parce que quand on perd ses dents, eh bien, la mastication en est altérée. Et la mastication, c'est quand même la première étape de la digestion. Donc, on vient questionner, hein, quand il y a des édentements qui ne sont pas compensés par des prothèses, bah, comment le bol alimentaire va-t-il pouvoir être bien réduit en bouche, imprégné de salive, etc., pour ensuite permettre une bonne digestion et une belle assimilation des nutriments chez la personne âgée. Ensuite, bah, ça vous parle, ça nous parle à tous. On sait que on voit les enfants vers 6-7 ans, quand ils perdent leur première dent de devant, bah, ils commencent à dodoter. Et bien, chez la personne âgée, quand elle a perdu des dents et que ce n'est pas remplacé par un dentier, effectivement, bah, la langue ne peut plus faire son job pour exprimer bien les consonnes, les voyelles, et on a du mal à pouvoir comprendre les personnes qui ont des édentements non compensés. Et puis la dimension esthétique, on voit chez cette femme hein, qui est très jolie, et bien quand même un effondrement au niveau de la musculature au niveau des joues parce qu'il n'y a plus de soutien porté par un appareil ou par des dents. Il faut savoir que quand les dents se perdent, eh bien, il y a toujours une résorption osseuse et les gencives suivent cette résorption osseuse allant creuser les joues. Et puis on a aussi, là on le voit sur la personne qui est en bas à gauche ou à droite pour vous, je ne sais pas, eh bien, on a un effondrement du bas du visage, hein, de l'étage inférieur, avec un profil qui est modifié et puis des lèvres qui rentrent. Donc, esthétiquement, bah, ça vient aussi créer des désordres psychosociaux pouvant altérer l'image de soi, voire l'estime de soi chez des personnes âgées qui sont tout à fait sensées et conscientes de leur image. Alors, quelles sont ces maladies qui peuvent toucher la sphère orale? Déjà, le grand responsable, bon appétit, excusez-moi pour cette petite image, c'est un hommage à mes confrères dentistes qui adorent divulguer des photos eh bien, cliniques. Donc, ce qu'on voit, le dépôt blanchâtre, hein, c'est la plaque bactérienne. C'est le principal responsable des maladies qu'on découvre dans la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que la plaque bactérienne? En fait, c'est un amas de bactéries. C'est des bactéries qu'on a bien identifiées qui se posent et qui se placent sur les résidus alimentaires qui restent à la surface des dents. On parle d'un biofilm bactérien et c'est aussi quand on se gratte avec l'ongle sur la surface des dents quand on ne sait pas brosser les dents, c'est cette petite substance blanchâtre qu'il convient d'éliminer et de motiver chez nos ados, par exemple. Eh bien, cette plaque bactérienne, les bactéries, elles s'en repaissent, elles l'aiment beaucoup et donc elles la métabolisent et elles diffusent des acides qui vont créer la principale maladie carieuse infectieuse, la carie dentaire, et l'autre maladie qui touche non pas la dent, mais les gencives, c'est-à-dire les tissus de soutien de la dent. La première étape, c'est la gingivite, qui est réversible et qui, quand elle n'est pas réversée par un bon brossage, par exemple, eh bien, elle peut se transformer en parodontite, qui est donc une infection des tissus de soutien de la dent, donc de la gencive. Petite image, donc là, quand on a beaucoup de tartes comme ça qui s'accumulent au niveau de la gencive, eh bien, en général, il peut y avoir des parodontites qui se développent, qui engendrent une mobilité des dents. Donc, cette plaque bactérienne, elle va être responsable de la production d'acides qui vont du coup créer des déminéralisations à la surface de l'émail des dents et provoquer la maladie carieuse.
Et d'un autre côté, d'autres bactéries, ce n'est pas les mêmes, vont pouvoir aussi libérer des enzymes et des toxines qui aiment bien quand il n'y a pas trop d'oxygène. On dit que c'est des bactéries anaérobies et elles vont provoquer des enzymes qui vont grignoter le ligament qui relie la dent à l'os. Et donc là, on est dans la parodontite qui peut aboutir à une perte prématurée d'une, deux, voire l'ensemble des dents. Donc, quand on a des mobilités dentaires sans avoir de caries, eh bien, probablement, il y a un terrain fragile au niveau du parodonte, c'est-à-dire des tissus de soutien des dents. Donc, on le sait, les caries touchent aussi les seniors. Pourquoi? Pour plusieurs facteurs. Déjà, on sait qu'on a une diminution du débit salivaire à partir de 60-65 ans, car les hormones, chez les femmes par exemple, après la ménopause, peuvent agir sur la production du débit salivaire. Donc ça, c'est important d'être vigilant là-dessus. Il y a également certains médicaments qui vont agir sur la salive, on l'abordera tout à l'heure, et qui du coup peuvent altérer la qualité de la production des glandes salivaires. Par ailleurs, on sait aussi que chez nos seniors, eh bien, le goût vers des produits plus sucrés et plus mous est plus prononcé, et on verra que ça peut favoriser le renforcement des caries si en plus le brossage qui est associé n'est pas tout à fait optimum. Et enfin, il y a souvent un besoin hydrique qui est accentué chez les personnes âgées et pour autant, elles ne ressentent pas du tout la sensation de soif. Et donc, il y a souvent une mauvaise hydratation qui fait que la bouche est maintenue plutôt dans une situation d'assèchement qui vient favoriser de l'acidité en bouche et du coup la prolifération de bactéries qui peuvent être responsables de lésions carieuses. Alors la salive, pourquoi c'est important? C'est vraiment un fluide qui est très précieux pour différentes choses. Déjà, il a un rôle de lubrifiant par rapport à la surface de nos dents et du coup, il a un rôle de nettoyage naturel des dents. Donc quand on déglutit, quand on avale notre salive, eh bien quelque part, il y a un effet quand même de déflexion des débris et des résidus alimentaires qui est tout à fait favorable. C'est pour ça aussi qu'on recommande parfois de manger des chewing-gums sans sucre après le repas du midi, ou parfois on n'a pas le temps de se brosser les dents. Et la mastication du chewing-gum pendant pas plus de 20 minutes va favoriser la salivation et du coup le rôle de cette salive comme lubrifiant et nettoyage des dents. Elle a aussi un rôle antibactérien qui est très important. Elle vient imprégner le bol alimentaire, donc elle a aussi une fonction digestive qui est importante et du coup, on peut repérer aussi chez les personnes âgées, mais même autour de nous, des personnes qui ont des troubles de l'haleine, hein. On parle de l'halitose et parfois ça peut être lié à une salive qui n'est pas assez présente et du coup, il y a une acidité en bouche qui est manifeste. L'halitose peut être aussi, c'est pas tout à fait les mêmes odeurs, mais enfin, vous n'êtes pas là pour repérer à chaque fois, mais les bactéries peuvent aussi être à l'origine d'halitose. Et la salive, elle a aussi un rôle tampon, c'est-à-dire qu'elle va augmenter le pH qui est en bouche, hein. Quand on mange, on a une forme d'acidité dans la bouche qui est maintenue pendant les 20 minutes qui suivent la fin de notre prise alimentaire. Et donc, cette salive, quand elle est présente, elle joue son rôle de pouvoir tampon et de réduire l'acidité qu'on a en bouche. Et ce qui est très intéressant aussi, mais ça c'est plus pour les enfants, mais ça peut marcher chez les personnes âgées qui ont encore un bon débit salivaire, ça peut favoriser une reminéralisation de l'émail associée au fluor qu'on peut voir apporter dans le dentifrice. Eh bien, parfois, il y a des caries débutantes qui peuvent s'arrêter grâce à cette salive associée au fluor. Et donc, on notera que la nuit, par exemple, le débit salivaire est diminué parce qu'on est en état de repos, parce qu'on parle moins et que spontanément, naturellement, physiologiquement, le débit salivaire est réduit. Donc, on verra le lien avec l'importance du brossage du soir, puisque après une bonne nuit sans salive, c'est bien d'avoir nettoyé au préalable nos surfaces dentaires. Alors, quelles recommandations pour lutter contre la sécheresse buccale? Bon, déjà repérer les personnes qui sont à risque ou qui ont des troubles de leur salivation.
Ça peut aller de l'hypocyalie, c'est-à-dire une baisse du débit salivaire, à la xérostomie, c'est-à-dire des glandes salivaires qui ne produisent plus de salive. Donc ça, il y a certains syndromes comme Kuhn-Rose-Jargen qui peut être à l'origine de ça. Il y a aussi des cancers au niveau de la face, dont la radiothérapie, le traitement, peut atteindre les glandes salivaires. Et donc, il y a certains médicaments, comme les anxiolytiques, les neuroleptiques, qui sont à repérer et qui peuvent influencer le débit salivaire. Donc ça, c'est repérer déjà l'âge de la personne et puis aussi sa prescription médicamenteuse parce que ça influence largement. Donc, les recommandations, il y a des stimulateurs de salive, mais là, voilà, je développe ça dans d'autres contextes. Mais déjà, inviter les personnes à boire régulièrement des petites quantités d'eau tout au long de la journée. Ça peut être intéressant d'avoir éventuellement des petites cheats avec de l'eau pour que la personne n'ait pas cette sensation de sécheresse. Et puis, d'être vigilant et de repérer les personnes qui sont à risque. Alors, l'hygiène bucco-dentaire. Quel matériel? Qui peut la faire? Quand? Comment? Alors, je pense que pour ceux qui participent depuis un certain temps à ce dispositif de WebConf, il y a le matériel qui est présenté dans un des outils sur la santé bucco-dentaire est tout à fait ajusté. Donc, déjà, ce qui va être important, c'est de choisir une bonne brosse à dents. Donc, vous le savez, dans les brosses à dents qu'on peut acheter dans les grandes surfaces ou en pharmacie, on peut avoir vraiment un panel très très large avec des brosses à dents à petite tête ou à grande tête. Donc, ce qui sera important, déjà, c'est de choisir une brosse à dents dont la tête n'est pas forcément trop grande et adaptée à la taille de la bouche de la personne. Donc, ça, c'est repérer la taille de la tête et en bas, de canine à canine, repérer que cette brosse à dents va tout à fait pouvoir se placer. Donc ça, c'est la mâchoire du bas. Et de repérer que la tête, elle n'est pas plus grande que l'espace de la canine à la canine. Ensuite, renouveler sa brosse à dents. On sait que dès que les poils partent sur les côtés, elle est obsolète. Donc là, on peut la garder pour nettoyer les dentiers ou la jeter ou pour nettoyer d'autres choses, mais pas les dents. Voilà. On a là une brosse à dents, elle est affichée aussi avec un manche ergonomique. Donc, si vous avez des ergothérapeutes ou s'il y en a parmi vous, eh bien, c'est aussi de confectionner des manches ajustables et adaptables à la prise en main. Ce que les brosses à dents électriques apportent comme confort aussi, voilà, c'est que pour l'appréhension, c'est plus facile pour la personne âgée et on peut passer d'une main à l'autre pour intégrer qu'il y a 2 côtés à brosser. Voilà. Quand la personne n'a plus de dents, eh bien, on parle de soins de bouche. Et donc, dans ce cas-là, on utilise soit des compresses, comme vous pouvez le voir dans ce document, soit des bâtonnets. Alors, on préconise des bâtonnets qui ne sont pas imprégnés. Et s'ils sont imprégnés, je vous invite à les goûter, parce qu'en fait, ce n'est pas très agréable. Donc, pareil, je vous invite à goûter tout ce que vous achetez avant de les proposer aux personnes, parce que parfois, ça peut générer des résistances. Donc, des bâtonnets tout simples, voilà, en termes de coût, c'est assez intéressant. Et puis, on n'oubliera pas, effectivement, un dentifrice chargé en fluor pour éviter les caries. Si les personnes ne peuvent pas cracher, c'est pas très grave, on est d'accord. Sur la brosse à dents, vous verrez, il y a des brosses à dents où il y a juste une petite pointe colorée qui est différente de l'ensemble de la pièce. Ah, mais je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous me voyez quand Oui, on te voit, Amélie. partage. OK. Alors, eh bien là, l'idée, c'est de mettre juste du dentifrice comme une noisette, pas plus large que ce petit pois. Donc déjà, on sait que les risques d'avaler n'existent pas, enfin sont très faibles, et que la personne, si elle ne crache pas, c'est pas très grave. On sait que le fluor, il a aussi avec la salive un effet intéressant pour éventuellement reminéraliser des lésions carieuses. Voilà, on peut aussi juste avec une compresse éliminer le dentifrice. Et ce qui compte surtout, c'est
la technique de brossage, c'est-à-dire l'auto-nettoyage des surfaces dentaires. Hein. C'est comme une assiette qu'on vient nettoyer. Bah, ce qui compte, c'est plutôt l'éponge humide sur la surface du produit. C'est sûr qu'il y a une dimension antiseptique, antibactérienne dans le produit à vaisselle, mais le dentifrice en soi, à part la saveur fraîche et puis le fluor, effectivement, si la personne ne le supporte pas, eh bien, on peut quand même effectuer le brossage sans dentifrice et du coup dépasser le problème de risque d'ingestion ou de fausse route. Voilà, voilà. Alors, je vais poursuivre. Alors, quand est-ce que... On voit ton écran, Amélie. D'accord. Alors, hop, je reviens. Partager l'écran. Touc. Et voilà, c'est bon? Oui. Super, merci de votre soutien. Donc, l'hygiène bucco-dentaire, on recommande aujourd'hui, c'est 2 fois par jour, 2 minutes. 2 minutes, 2 fois par jour. Donc, idéalement, après le petit déjeuner et après le repas du soir, c'est-à-dire après la dernière prise alimentaire. Dans les institutions, on le sait, le personnel le soir est réduit pour un nombre de résidents, j'allais dire astronomique, mais très élevé. Du coup, s'il y a un brossage à préconiser, c'est celui du soir, pour les raisons que je vous ai amenées tout à l'heure, c'est-à-dire que le débit salivaire va rester, qu'il n'y a pas eu de brossage le midi. Et donc ça, c'est l'idéal. Ça pourrait être, même si c'est à 18h et que la personne se couche tôt, bah voilà, ça peut être jouable. C'est quelque chose à essayer d'accompagner dans les pratiques. Je sais que ce n'est pas encore simple parce qu'on n'est pas encore au nombre de personnel suffisant le soir pour encadrer ces soins d'hygiène, mais idéalement, s'il y a un des 2 brossages à préconiser, c'est celui du soir. Après, entre l'idéal et la réalité, eh bien, on s'adapte. Et un brossage par jour en institution, c'est au moins le minimum chez les résidents qui sont dépendants. Chez les personnes qui sont autonomes, bah, c'est vraiment important et intéressant de les stimuler pour qu'il y ait 2 brossages, un le matin et un le soir. Alors, la technique de brossage, je ne vais pas vous faire un cours, on fait ça en formation avec des pratiques qui sont plutôt ludiques, partagées, etc. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est proscrire le brossage horizontal, comme on voit à la télé comme ça aussi, et vraiment préconiser un mouvement un petit peu comme quand on fait du scooter, une rotation du poignet, et distinguer le haut du bas, et toujours partir du rouge vers le blanc. Et idéalement, on part d'un côté en haut au fond. Peut-être vous pouvez faire ce petit exercice, c'est placer votre langue en haut à gauche, côté joue, aller en haut à droite, passer à l'intérieur côté palais, au fond à droite jusqu'au fond à gauche. On prend l'ascenseur, on descend en bas, côté joue, au fond à gauche en bas, on va à droite et à l'intérieur côté langue, au fond à droite jusqu'à gauche. Et puis ensuite, il y a les surfaces dentaires qui viennent broyer les aliments qui sont effectivement aussi à brosser. Donc ça, c'est le brossage à l'idéal pour nos enfants, pour vous-même, etc. En EHPAD, on n'est pas les parents des résidents, bien entendu, mais l'idée, c'est vraiment d'éliminer le maximum d'aliments qui restent au fond de la gencive et de brosser, en tout cas, les surfaces dentaires qui sont côté joue. Et puis, si on arrive à brosser à l'intérieur, c'est top. Mais voilà, ça, c'est l'idéal. Et donc, on retiendra un mouvement plutôt vertical, du rouge vers le blanc. Et idéalement, quand on le fait pour soi, c'est avec une rotation du poignet. Voilà. Alors ça, c'est l'idéal. Avec les personnes âgées, hein, la question, ça va être de comment se positionner pour ne pas être intrusif, pour que la personne puisse être bien dans ses appuis, enfin la personne qui reçoit aussi, qu'elle ait les pieds au sol, qu'elle ait sa tête qui soit maintenue et pas en arrière, que si elle est allongée, on la met en position latérale de sécurité, on surélève sa tête avec un coussin. Éventuellement, voilà, il va falloir s'adapter au degré d'autonomie de la personne. Et pour les personnes qui sont très dépendantes et non coopérantes, on préconisera un soin à 2 pour qu'il y ait une personne dans l'approche comportementale et une personne qui soit dans l'exécution du geste. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on travaille en formation pour permettre aux soignants aussi de dépasser des résistances qui sont là, qui sont normales.
mais qui sont nécessaires à être dépassées pour qu'il se passe quelque chose pour les personnes qui sont semi-autonomes et dépendantes. Alors, les prothèses, attention, quelques images. Un entretien journalier des prothèses est nécessaire. Touk touk, hein, on voit, vous pourrez reconnaître des choses. Donc, juste à retenir, on ne met plus les dentiers dans des verres à eau pendant toute une nuit. Les personnes qui souhaitent les garder pour la nuit peuvent les garder, sous réserve qu'ils aient été nettoyés effectivement avant l'endormissement. Et quand on nettoie un appareil dentaire qui est en résine, on veille à ce qu'il ne tombe pas, parce que quand il tombe, eh bien, il faut le refaire et les familles ne sont pas contentes. Donc, le petit truc, c'est soit de le faire au-dessus d'un lavabo rempli d'eau, soit au-dessus d'un haricot, soit avec une serviette pliée en deux, pour que si jamais ça vous échappe des mains ou que la personne le fait elle-même et qu'elle a une motricité un petit peu tremblante ou un peu fragile, eh bien, il n'y ait pas de cassure de cet appareil. Donc souvent, on peut recycler une vieille brosse à dents. Il y a une brosse à dents comme là, ce que vous voyez à 2 faces et puis on conditionne, les appareils, dans des boîtes, qui sont aérées pour qu'ils sèchent la nuit et on le remet en bouche après l'avoir humidifié. Voilà, voilà. Donc là, vous retrouverez, je vous ferai circuler le PDF pour savoir un petit peu le matériel. Et quand il y a des appareils qui n'ont pas été lavés depuis très, très, très longtemps, soit le dentiste peut le mettre dans un bac à ultrasons, soit vous pouvez aussi le faire tremper dans du vinaigre blanc pendant une nuit et le tartre se décolle. Et puis, évidemment, on le rince. Donc, inutile de laver l'appareil avec du dentifrice. Hein, c'est comme faire une bonne vaisselle, soit c'est avec un savon de Marseille, soit voilà, c'est à l'eau bien brossée et ensuite, on rince. Alors moi, j'aime bien parler avec les gens, je ne vous vois pas, donc je continue mon fil. L'alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, idéalement, on recommande 4 repas, par jour, le petit-déj, le déjeuner, le goûter et le dîner. Parfois, chez vos résidents, chez nos résidents, il y a plusieurs prises alimentaires, c'est fragmenté, il y a du grignotage. Ce qui est important, juste que vous sachiez, c'est que, pour que la salive, puisse jouer son rôle tampon et que l'acidité en bouche diminue, eh bien, il faut un certain temps entre chaque prise alimentaire. Donc, par exemple, nos ados qui vont grignoter, s'acheter des bonbons en sortant de l'école, ouvrir le frigo, boire du coca, le remettre, hop, et puis en reprendre, eh bien là, ils maintiennent en permanence une acidité dans leur bouche qui favorise un contexte acide, propice au développement des caries. Donc, chez les personnes qui ont des prises alimentaires fragmentées à plusieurs temps de la journée, bah, ça va être important qu'il y ait quand même un temps entre les prises. Si en plus elles ont un débit salivaire qui est diminué, bah, du coup, c'est déjà de repérer chez ces personnes qui grignotent, qui mangent plutôt des alimentations cariogènes et qui ont un débit salivaire plus bas, et bien qu'il y a un facteur de risque plus élevé que chez d'autres personnes par rapport à la carie. Donc, les aliments selon leur pouvoir cariogène. Alors, il faut savoir qu'il y a des aliments protecteurs comme les protéines, les produits lactés et l'eau, bien sûr. Finir un repas par un verre d'eau ou un produit lacté, c'est vraiment intéressant. Donc, par exemple, des goûters qui associent du pain avec du chocolat, bah, boire un verre d'eau à la fin ou du pain avec du fromage. Bah, là, c'est vraiment intéressant. Le chocolat noir, il y a un élément protecteur dedans, des flavénoïdes. On a vu que ça protège, contre les caries. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut, en manger trop, mais voilà. Et ce qui par exemple, vous voyez, des barres de céréales ou des gâteaux, ils vont avoir un pouvoir cariogène plus élevé que, du chocolat. Pourquoi? Parce que le chocolat, effectivement, quand on le mange, il dégage des glucides, donc du sucre, qui est, à pouvoir cariogène. Simplement, avec la salive et la déglutition, eh bien, le chocolat, au bout de 5 minutes, il est plus en bouche. Alors que, le biscuit, bah, par exemple, il va rester laisser des dépôts, à la surface des dents, qui sont fermentescibles et qui peuvent, largement, bah, développer le risque de carie.
bon, le pire, c'est les sodas et la banane. Je suis un peu triste pour la banane, mais effectivement, elle a un pouvoir cariogène qui est élevé parce elle est à la fois très chargée en sucre, mais elle colle. Donc, la banane, moi, je ne suis pas contre, mais plusieurs par jour, non. Mais je ne pense pas que ce soit le riche cerveau public. Alors, je vais accélérer un petit peu. On sait qu'un sujet âgé qui est touché par une maladie chronique a plus de risques d'avoir des problèmes bucco-dentaires. Donc ça, c'est aussi repérer vos populations qui sont polymédiquées et qui ont des maladies chroniques. Et pareil, les troubles moteurs et ou cognitifs empêchent la pratique d'une bonne hygiène buccale et de qualité. Donc ça, il faut être vigilant chez ces personnes. Les répercussions des problèmes bucco-dentaires, alors ça c'est intéressant, c'est de savoir que des caries, des foyers infectieux qui n'ont pas été traités peuvent avoir des répercussions au niveau pulmonaire, au niveau rénal, au niveau des articulations. Les risques de septicémie, d'endocardite chez les personnes qui ont des fragilités au niveau des valves cardiaques sont à repérer. Et c'est pour ça qu'avant des interventions chirurgicales, on préconise un bilan panoramique des radios pour repérer des foyers infectieux et les faire traiter. On sait aussi que les personnes qui ont perdu des dents, qui ne sont pas compensées, ont des risques de chute accrue en termes de posture, il y a des déséquilibres. Donc, c'est vraiment intéressant et important de repérer chez vos résidents ceux qui ont des édentements non compensés. Et puis enfin, la douleur. Donc, la sphère orofaciale, c'est la zone la plus innervée du corps. Donc, elle est quand même très manifeste, soit par des troubles du comportement, donc repérez peut-être chez vos résidents ceux qui tout d'un coup se mettent à crier le soir, qui refusent de manger, qui ont la main qui touche une partie du visage. Là, c'est vraiment des signes d'alerte que peut-être il y a un souci en bouche. Et effectivement, les dents, quand on en a moins, eh bien, on l'a évoqué, ça peut jouer sur des troubles de l'alimentation et donc amener des risques de dénutrition, ça vous le connaissez, vous le savez, et aussi des amaigrissements avec des dentiers du coup qui ne peuvent plus tenir parce qu'ils ne sont plus soutenus par la musculature. Donc, votre rôle, le rôle des soignants dans l'établissement, c'est déjà de veiller au maintien de l'hygiène bucco-dentaire de tous les résidents. Donc, il y a une donnée qui est vachement importante, qui fait partie des codes de santé publique, c'est que les soins de bouche, l'hygiène bucco-dentaire, ça consiste en une toilette de la bouche, des dents, des gencives et des prothèses hors soins médicamenteux. Ça fait partie intégrante de la toilette quotidienne et l'ensemble des acteurs de santé, correspondants santé orale, infirmiers, aides-soignants, AMP, ASG, doivent veiller au maintien d'une hygiène bucco-dentaire de qualité. Ça fait partie d'un décret de santé publique. Donc, c'est important de connaître les différents soins qu'on peut pratiquer, les soins d'hygiène bucco-dentaire qu'on peut pratiquer chez la personne. Ensuite, il faudra repérer le degré d'autonomie des résidents, distinguer qui est autonome pour pratiquer son brossage, qui est partiellement autonome, qui est dépendant, qui est coopérant ou qui ne l'est pas. Et ça va influencer aussi sur les prises en charge, parce que quelqu'un qui est autonome, ça va être plus simple. On peut même faire des groupes de soignants. Les ASG, je pense qu'on dit maintenant, avec leur qualité pédagogique, ils peuvent tout à fait mettre en place des actions de prévention et de soutien à l'hygiène et à la santé bucco-dentaire des personnes autonomes. Et puis enfin, il y a une dimension qui est vachement importante, qui est de pratiquer et de sensibiliser les collègues. Donc, pratiquer les bonnes pratiques, eh bien, c'est aussi montrer comment faire à vos collègues, c'est les sensibiliser. Et puis, pour cela, c'est important de se former, qu'il y ait des personnes qui soient référentes du bucco-dentaire dans les établissements et que l'établissement intègre la question du volet bucco-dentaire dans son projet. La gestion des urgences de la bouche en EHPAD, bon, le but, vous n'êtes pas dentiste, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais c'est quand on se forme à la question du bucco-dentaire, de pouvoir repérer et orienter. Donc, repérer par exemple des appareils inadaptés, des édentements non compensés, parce que c'est des risques d'urgence. S'il y a des lésions au niveau de la bouche, au niveau des muqueuses, si elles persistent au-delà de 7 jours, là, il faut contacter en premier lieu l'infirmière, puis le médecin coordinateur. S'il y a des herpès, des mycoses, des aftes, il y a aussi des choses à faire. S'il y a une lésion qui est bizarre et qui persiste au-delà de 7 jours, c'est vraiment important de la montrer au médecin coordinateur. Première étape. Deuxième étape, refroidir la lésion. C'est-à-dire qu'un patient qui a une infection,
qui a beaucoup d'inflammation en bouche, c'est-à-dire beaucoup de plaques, ça saigne. Chez le dentiste, vous voyez, l'anesthésie, elle ne va pas prendre. Et puis, le dentiste, il ne va pas pouvoir faire du bon travail. Donc, la première étape où vous pouvez aider, c'est déjà, refroidir la lésion par des antalgiques et ou des antibiotiques s'il y a un foyer infectieux, et puis de diminuer l'inflammation, diminuer la charge bactérienne par un brossage. Parfois, il faut une brosse à dents chirurgicale, donc beaucoup plus douce. Peut-être des soins de bouche à la compresse associés à des bains de bouche, soit à la chlorhexidine, soit au bicarbonate. La chlorhexidine, on préconise sans alcool. Et on prend rendez-vous chez le dentiste, même si c'est pendant 3 semaines. Si vous préparez le terrain, le dentiste il va pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Et enfin, dans la gestion des urgences, on ne négligera pas le traumatisme. Quelqu'un qui tombe, c'est d'être vigilant, de regarder si l'appareil n'est pas cassé et si des dents il y a encore, si ça ne noircit pas dans les 7 jours. Et dans ce cas-là, il faut prévoir un rendez-vous chez le dentiste pour éviter une infection si la dent s'est nécrosée. Donc en synthèse, ce qui va être important, c'est de repérer déjà chez vos résidents ceux qui sont à risque de pathologie bucco-dentaire, donc traitement médicamenteux, maladies chroniques, grosse perte d'autonomie, édentement non compensé, troubles de la motricité, troubles cognitifs, et absence de visite régulière chez le dentiste depuis très longtemps. Ça, c'est un grand signe. Ensuite, on va adapter nos soins d'hygiène à l'autonomie de la personne, soutenir, accompagner ou faire. Enfin, il va falloir que les soignants connaissent les soins d'hygiène bucco-dentaire. C'est quoi un brossage? C'est quoi un soin de bouche? Comment on entretient les prothèses? Et comment je vais pouvoir le transmettre à mes collègues, aux remplaçantes, aux stagiaires? Voilà. Et enfin, repérer les signes d'alerte et savoir quoi faire. Donc là, à l'issue de ce webinaire, forcément, vous ne pourrez pas savoir tout faire, mais il y a des formations. Donc en complet, enfin voilà, les recommandations de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, hein. 2 minutes de brossage par jour. Donc pour vous, ce sera plutôt préconiser le brossage du soir. Utiliser, si on peut, des dentifrices au fluor. Le fil dentaire, chez les personnes qui le pratiquaient, mais chez les personnes âgées, ce n'est pas forcément l'idéal. Et effectivement, on préconise au moins une visite par an chez le dentiste. Bon, le dentiste, il est là pour faire un bilan bucco-dentaire, éventuellement des détartrages et amener des conseils hygiéno-diététiques. C'est important de trouver un bon dentiste avec qui le résident a un bon lien, et je vous invite à les accompagner, parce que laisser des résidents qui ont des troubles cognitifs aller tout seuls avec l'ambulancier chez le dentiste, eh bien, ça amène des inconforts chez tout le monde, et en général, vous retrouvez le patient, parfois rien n'a été fait, et donc il y a des incompréhensions. Voilà. Je mets à votre disposition quelques outils. Il y a ce guide à l'usage des établissements pour personnes âgées qui a été réactualisé en 2017, qui est vraiment une mine d'informations. Il y a également un article qui a été récemment publié dans Ouest France qui parle d'un plateau de soins dans la région angevine, qui accueille des personnes en situation de handicap, mais également des personnes en perte d'autonomie. Et donc là, c'est intéressant. Et puis, vous pourrez avoir accès à la formation que promulgue l'UFSBD sur la région des Pays de la Loire. Ça s'appelle la formation de correspondant en santé orale, que moi, je peux co-animer à Paris, sur la région. Voilà, je vais laisser à Vincent le soin de vous présenter ce fameux dispositif dans lequel ces formations s'intègrent, qui est le programme régional NBH. NBH, voilà. Quelques mots rapidement sur le programme. Donc effectivement, l'idée, c'était de faire bénéficier l'ensemble des nouveaux résidents en établissement d'un bilan bucco-dentaire à l'entrée ou en amont de l'entrée en EHPAD. L'idée, c'était de pouvoir en fait avoir un état bucco-dentaire du résident, d'avoir des conseils pour son accompagnement au quotidien et d'identifier un éventuel besoin de soins. Et en parallèle de tout ça, pour accompagner la dynamique, l'idée, c'était aussi de former des correspondants en santé orale qui sont un petit peu les chefs de file du bucco-dentaire dans les établissements. Ces professionnels qui font le lien avec les chirurgiens dentistes et du coup qui gèrent un petit peu tout l'accompagnement bucco-dentaire. Voilà. Donc ça, c'est en lien avec l'ARS, l'URPS et l'UFSBD. Tout à fait.
Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais arrêter de partager l'écran et je vais me mettre à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Amélie. Il y avait une question qui arrivait dans le chat tout à l'heure, qui est: peut-on brosser les gencives nues avec une brosse souple? Oui, la réponse est oui. Du coup, on préconisera vraiment plutôt une brosse à dents hyper souple, voire chirurgicale. Et sinon, l'idéal, c'est quand même à la compresse, éventuellement avec un doigté, ou avec des gants, et on enroule la compresse autour du doigt. Effectivement, on vient du rouge vers le blanc nettoyer. Et ça, on ne le mesure pas, mais pour les résidents, c'est parfois un grand confort. Ça fait comme un auto-nettoyage et un automassage en fait, des gencives. Et du coup, je vous invite vraiment à essayer de voir chez les résidents les sensations de confort qui peuvent se manifester après un brossage. Donc oui, on peut, mais ce n'est pas l'idéal. Ok, merci. On a pas mal de questions aussi sur est-ce que le diaporama sera disponible ou est-ce qu'il y a un replay. Donc oui, le webinaire a été enregistré, le replay sera disponible sur notre site internet et puis comme d'habitude, on vous enverra un petit mail récapitulatif à la fin avec le PowerPoint et toutes les informations, les ressources partagées par Amélie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? On peut aussi vous donner la parole hein, si vous souhaitez intervenir ou nous parler un peu de ce qui se fait dans votre établissement. N'hésitez pas à lever la main, on vous permettra de parler. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. C'était très clair. Ah. Alors, il y a Stéphanie qui nous dit que dans son établissement, ils ont un gros souci de prise de conscience de la part des résidents. Et souvent, ce n'est pas leur priorité. Des résidents? Oui. Oui. Alors, c'est ce que je dis dans les formations, ça va être compliqué de motiver des personnes qui ont une éducation ou une sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire très faible, c'est-à-dire des gens, par exemple, et ça existe, hein, qui n'ont jamais été chez le dentiste ou qui ne se sont jamais brossé les dents. Ça existe. Après, on ne perd rien à sensibiliser et puis les populations vieillissantes sont de plus en plus sensibles à la question du bucco-dentaire, hein. Je veux dire, les personnes qui ont aujourd'hui 60-70 ans, elles ont beaucoup plus de culture et d'éducation autour de la santé bucco-dentaire. Donc, c'est pour autant à ne pas négliger, en tout cas. Mais effectivement, on ne progresse pas pareil avec quelqu'un qui n'a jamais eu, enfin, je veux dire… Voilà, on peut le sensibiliser peut-être déjà sur l'alimentation, sur les prises de risques. Et puis, il y a des gens qui se sont jamais brossé les dents de leur vie et qui n'ont jamais eu de carie. Et c'est rare, mais ça existe. J'en ai vu en zone rurale. Voilà. Par contre, ils mangent des pommes, par exemple. Et les pommes, elles ont un effet d'auto-nettoyage, d'auto-friction qui est vertueux, semble-t-il. Il y a des petites questions, commentaires sur les résidents qui n'arrivent plus à cracher, qui ne recrachent pas le dentifrice. Donc, ça a été un petit peu évoqué pendant la présentation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier? Alors, s'il y a des troubles de la déglutition, effectivement, faut y aller mollo. Enfin, faut mettre les personnes dans des positions, en tout cas assises ou en PLS. Voilà. Après, on peut carrément juste humidifier la brosse à dents et pas forcément mettre de dentifrice, hein. Ça, c'est pas un souci. Et puis sinon, il faut prévoir une serviette pour éliminer les résidus et on met très peu de dentifrice sur la brosse, hein. Vraiment, c'est pas grand-chose. Donc ça, on sait que là-dessus, il n'y a pas tant de risques que ça, sauf effectivement chez les personnes qui présentent des troubles de la déglutition où il faut faire attention. Mais le brossage peut être pratiqué du coup quand même. Ok. Même sans eau, hein, parce que la salive va imprégner la brosse à dents et du coup le soin peut être fait. Super. On a Elisabeth Marsan aussi qui nous fait part de difficultés à trouver des cabinets dentaires qui accueillent les brancards. Ah oui, alors ça, c'est du coup, ça, je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, avant la prise de rendez-vous, ça va être très important qu'au sein de l'établissement, vous soyez au clair sur le besoin de la personne.
C'est-à-dire, si elle est en chaise, normalement, tous les cabinets sont censés être équipés pour accueillir des fauteuils. Mais vous imaginez bien qu'un soin de carie sur un fauteuil, qui n'est pas le fauteuil du dentiste, avec tous les instruments qu'il faut mettre, la lumière, etc., on bricole déjà, c'est pas si simple. Mais alors, le brancard n'est pas du tout adapté pour l'ambulatoire. Et dans ce cas-là, il faut se rapprocher soit de plateformes avec des dispositifs spécifiques, comme ça existe à Angers, soit effectivement, c'est plutôt le secteur hospitalier qui va être adapté. Ok. Et donc là, il y a des dispositifs à Nantes, à Saint-Nazaire, à Angers, qui sont à Trélazé, qui sont adaptés pour accueillir des personnes qui sont difficilement mobiles. Et parfois, on ne pourra pas faire des soins en ambulatoire, ça sera des soins sous anesthésie générale, sous réserve que la personne ait la capacité de supporter une AG. Donc, vous voyez l'intérêt de prévenir ça au plus tôt et d'éviter des foyers infectieux trop nombreux et chez des personnes très âgées ou à risque élevé, quoi. Vanessa nous pose aussi la question d'une équipe mobile de dépistage bucco-dentaire qui se déplacerait dans les EHPAD. Est-ce que ça existe? Pas à ma connaissance, non. Ça peut exister de manière ponctuelle avec un chirurgien dentiste qui exercerait à proximité d'un établissement et qui accepterait de se déplacer, mais là, c'est vraiment du bon vouloir de chacun, entre guillemets. Et c'est pas non plus le plus confortable, puisqu'en fait, dans un second temps, s'il y a un besoin de soins ou de voir un petit peu plus, forcément, de toute façon, il devrait y avoir un déplacement au cabinet. Après, on peut rêver, parce que dans la région des Pays de la Loire, pour les personnes en situation de handicap, l'ARS a mis en place un dispositif qui s'appelle Axodent, où des dentistes viennent dans les établissements observer, dépister la bouche. Alors après, le nombre n'est pas le même. Et effectivement, il y aura quand même possiblement des soins à mettre en place. Mais c'est des dispositifs qui ont mis du temps à se mettre en route, mais qui maintenant marchent vachement bien. Donc, on peut rêver que c'est aussi un enjeu de santé publique et qu'il y ait des dispositifs qui viennent soutenir le déplacement de dentistes prévento-conscients. Et il faut aussi les rémunérer. Enfin, voilà, il y a toute cette logique. La prévention est quand même assez mal rémunérée. Mais pourquoi pas? Enfin, ça semble important. Oui, Stéphanie justement parle d'Axodent et dit qu'elle a eu contact mais qui ne travaille pas encore avec les EHPAD à ce jour. Ce n'est pas leur champ d'intervention de toute façon. Et il y avait aussi un commentaire sur à quand une prise en charge financière pour le déplacement du résident au cabinet de dentiste, parce que c'est un frein important. Donc voilà, c'est remonté. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, moi, quand je soignais les enfants en situation de handicap au CHU à Nantes, on demandait nous, on rédigeait un bon de transport domicile, hôpital-domicile, qui faisait en sorte que la Sécu prenait en charge. Alors après, il y a des familles aussi qui se déchargent beaucoup sur les BSL, etc., enfin les taxis. Ambulances. Voilà, ouais. Donc, idéalement, il faut mobiliser les familles. Après, on voit que parfois, ce n'est pas si simple. Mais normalement, le dentiste ou le médecin traitant peut faire, le médecin co, il peut faire ses bons de transport pour des soins. Et chez la personne en perte d'autonomie, vous voyez, ça peut aussi rentrer dans le cadre d'une ALD quand il y a un diabète, quand il y a une pathologie chronique. Moi, je pense que ça permet aussi que la Sécu bouge et intègre cette dimension. Et ça peut être posé auprès de l'ARS, à mon avis. Voilà. Après, là, clairement, sur les bons de transport, on est quand même vraiment dans le cadre d'une ALD. On sait que c'est des choses qui sont épluchées aussi. Un chirurgien dentiste qui fera un bon de transport pour un bilan ou pour une carie pour un résident, clairement, il y a peu de chances que ça soit pris en charge à ce jour. Il faut que ça parte du médecin. Parce que les dentistes, malheureusement, n'ont même pas encore cette culture du bon de transport. Mais ça va peut-être bouger. Il faut travailler de tous les côtés, en fait, pour bouger les lignes. Il faut qu'on remonte les infos. Et puis, il y a Marine qui nous parle de écouter voir.
Donc, je ne sais pas si ça vous parle, Vincent et Amélie, qui apparemment réalisent des dépistages bucco-dentaires et redirigent les résidents vers des professionnels adaptés en cas de besoins spécifiques. Génial. Je ne sais pas si vous connaissiez. C'est sur la région? On va creuser la question. Ouais. Nous non plus, on n'a pas cette information-là, donc c'est sur la région apparemment. Donc, si vous avez des contacts, Marie, n'hésitez pas à nous les transmettre, soit sur le chat, soit par mail, et puis on retransmettra l'info à tous les participants et aussi à Amélie et Vincent, évidemment. Super. Ça peut peut-être être une piste supplémentaire. Il est 14h55. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Super. On va voir les infos. Écoute, oui, merci pour ces informations très pratico-pratiques, je pense, qui ont permis de voir un peu en tant que soignant quel rôle on pouvait avoir pour maintenir une santé bucco-dentaire et participer à l'hygiène. C'était très, très concret, donc je pense que ça a aidé. On verra s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, s'il y a encore des interrogations, à nous envoyer des mails. On pourra les transmettre à Amélie et Vincent et puis vous transmettre les réponses si besoin. Super. Merci pour votre confiance. Merci Amélie, merci Vincent et merci à tous pour votre participation. Bonne journée à tous. À bientôt.